deux transparents dans un transparent sur l'observation. Je les ai inclus là-dessus comme avant-propos très rapide. Premièrement, il y a un texte dont on ne parle pas sur les élections qui est très très important et qui est à prendre en considération. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs on n'en parle pas. C'est pourtant de la doctrine internationale sur les élections, c'est ce qu'on appelle les normes de Paris. Et donc vous avez à peu près, sur ce texte-là qui a été édicté par l'Union parlementaire, interparlementaire, qui est assez ancien, mais toujours d'actualité, vous avez à peu près 30 règles principales concernant l'organisation des élections, d'une manière générale. Et donc, vous pouvez chercher sur, comme il sera sur le transparent qui vous sera donné, je pourrais même vous donner le texte des normes de Paris, mais aussi d'autres textes, si vous en avez besoin, pour les participants à cette formation. Ça c'est le Conseil interparlementaire qui a sorti des normes qui, je pense, sont très intéressantes à étudier. Il y a à peu près 29 ou une trentaine de points qui sont très très intéressants à voir. Deuxième chose, on ne crée rien aujourd'hui concernant les normes. On n'invente rien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit aux gens, vous partez d'une feuille blanche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'a aucun sens. Tout a été dit, tout a été fait, et les normes, en tout cas en elles-mêmes, il y en a, à mon avis, concernant l'observation électorale, il y a 3 recueils qui sont incontournables. Le premier n'est presque pas disponible, mais je vous promets, j'en ai une copie numérique pour ceux qui le veulent. C'est un document qui est assez ancien, qui a été fait par NDI, et qui est, à mon avis, le meilleur. Malgré le fait qu'il soit ancien et qu'il n'a pas été mis à jour, là aussi, je peux vous en donner copie. Et il y a à peu près 200 pages de développement sur les normes en matière d'observation électorale, ce que doit faire, ce que ne doit pas faire un observateur. Et ça, bon, dommage, il n'est pas en arabe. Mais pour le reste, il y a le manuel d'observation des élections de l'OSCE et il y a bien sûr le manuel d'observation électorale de l'Union européenne, qui sont 2 recueils très très intéressants. Ils sont en ligne, il n'y a aucun problème pour ça. Voilà, c'était le petit crochet que j'ai fait avant d'entamer la question qui m'est dévolue aujourd'hui, qui est celle de l'application de la loi électorale. Alors, retournons à nos moutons. Un vrai failli soit bien passé. Vous l'avez oublié. Ouais, bien sûr. Alors, quand on essaye, en tout cas, de tabler, ou en tout cas d'essayer de voir quelles sont les implications d'une norme, d'un texte sur son application, son applicabilité, et les conditions d'application, bien sûr, on va, pour notre cas, revenir au décret loi 35, et la première chose qu'il faut se mettre dans la tête, je pense, sans aucun ordre, bien sûr, c'est que, n'oubliez pas que c'est un texte ponctuel. On était dans des circonstances particulières, on avait besoin d'avoir des élections particulières, et donc, je dirais, on a eu un texte particulier. Donc, ne généralisons pas ce qu'il y a dans le décret loi 35 sur ce qui devrait se faire plus tard. C'est la première erreur qu'il ne faut pas commettre. Et donc, à mon avis, commencer par dire on va créer notre code électoral en commençant par travailler sur le décret loi 35, c'est une bêtise monumentale. C'est mon avis personnel. Bien. Toutes les explications qui viendront par la suite. Bon, c'est un texte donc qui a été à usage unique, comme les Kleenex. Et donc, on l'a utilisé pour mettre en place une ANC. L'ANC, elle va partir, j'espère le plus vite possible. Eh bien, ce texte-là, on le mettra dans les archives historiques. Ça a été une étape de l'évolution de la Tunisie vers la démocratie. C'est tout. Avec toutes ces imperfections, etc. Mais c'est l'occasion, bien sûr, d'en traiter. Quel est son auteur? On dira que c'est le gouvernement provisoire. On dira que c'est la haute instance. Mais moi, j'étais présent quand il a été fait. Je n'ai pas mis une virgule, mais j'étais là, témoin, tout simplement. Ce sont 2 personnes qui l'ont rédigé. Donc je ne citerai pas les noms, ça n'a aucune utilité. Mais, non. Les gens qui le savent très bien de qui il s'agit. Mais ce que je dois dire, c'est que ces 2 personnes-là l'ont rédigé dans un bureau fermé. Et que sur le même étage où il se trouvait, il y avait de l'autre côté de l'étage 12 ou 13 experts internationaux en matière électorale. Ils ne les ont jamais consultés. Jamais. Et ils ont terminé leur texte électoral. Et ça en fait aujourd'hui 2 spécialistes en matière électorale. Bien sûr, il y en a même un qui est dans la formation de visite. Eh bien, moi, je dis tout simplement que même au niveau de l'instance supérieure, de la haute instance, ou l'instance de Nachot, comme on l'appelle,
j'ai passé un temps fou à compulser les travaux, les moudawlet. Alors, je vous assure, quand on lit ça, c'est incroyable. Quand on voit ces représentants de la société civile et des partis politiques au sein de la haute instance, la préoccupation du projet de texte, c'était le mode de scrutin. Ça y est, point barre, et c'est fini. Presque aucune discussion n'a été faite sur les autres côtés ou les autres aspects de ce texte-là. Le mushkil al-wahid, c'était le mode de scrutin. Sur liste, ou à la uninominale. Plus fort reste, ou à la plus forte moyenne. C'était ça les préoccupations. Des préoccupations de personnes qui voulaient savoir exactement l'implication de ce texte-là et du mode sur leur possibilité de pouvoir, soit eux-mêmes, soit leur formation, se retrouver au pouvoir. Entre guillemets. C'est tout. C'est aussi simple que cela. J'ai la chance qu'Ariane Benachon soit là. Bien. Alors, moi je dirais qu'il a des lacunes congénitales, le texte. Des lacunes congénitales qui vont se répercuter sur mes amis, je le dis, à commencer par Kamel Jandoubi, jusqu'à. Mais bien après, si à Abjouet, il y a bien d'autres personnes, c'était une armée qui a organisé les élections, eh ben, ils ont subi le décret loi 35. Moi je me rappelle des crises de Si Kamel Jandoubi à propos de la rédaction de certaines dispositions du décret loi 35. Et il avait entièrement raison. Il me disait, Doum, les juristes, c'est bazar. Je lui disais, oui, vous avez raison. Quand je vois un texte rédigé de cette manière, vous avez entièrement raison. Et ça a donné, bien sûr, automatiquement des problèmes d'application. Des problèmes d'application monstres sur lesquels je vais passer rapidement, d'autant plus que le transparent vous sera distribué par la suite et vous pourrez le lire donc, avec tout le temps qu'il faut pour ça. Donc, moi, je dirais que le décret loi 35 constitue pour moi un cas d'école, ou en tout cas une espèce, vraiment pour montrer ce qu'on doit éviter de faire. Je vais me faire crucifier par l'un des rédacteurs du texte. Mais bon, passons dessus. Quand on passe en revue cela, quand on voit les problèmes qu'on a eu dans l'organisation des élections de 2011, eh bien on se rend compte que, je dirais, 30-40% des problèmes provenaient du et de la rédaction du décret loi 35. Et donc, dans le prochain code électoral, il faudra tirer ces enseignements et ne pas refaire la même bêtise. Entre guillemets. Je n'aime pas donner des leçons, mais bon. Quelle lacune dans le décret loi 35? Je pense qu'il y en a principalement 3. La première lacune, indiscutablement, c'est qu'il y a de nombreuses ambiguïtés. Par définition, un texte juridique ne doit pas être ambigu. Quand un texte est ambigu, il y a des personnes de mauvaise foi qui s'incrustent là-dedans et qui essaient de passer pour avoir gain de cause. Et donc les ambiguïtés doivent être levées. Rien de flou. Premier problème. Le deuxième problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le décret-loi avait la valeur, ou en tout cas le rang d'une loi. Et les lois ne parlent pas de détails. Quand on met trop de détails, on est foutu. On n'a plus de marge de manœuvre. Alors pourquoi vous faites une easy après? Vous faites une loi où il y a tous les détails possibles et imaginables, et vous donnez cela à n'importe quelle structure. Pas nécessairement une autorité indépendante avec des pouvoirs, etc. etc. Et donc, le trop de détails dans une loi, c'est embêtant en plus, parce que après, quand vous allez vous en rendre compte, et moi, je pourrais vous en parler, quand on a eu le problème des analphabètes, pour changer le texte de la loi, c'était pas évident. Et à ce moment-là, c'était une chance, parce que c'était le chef de l'État qui, par décret-loi, donc pouvait prendre très rapidement un texte de révision. Mais aujourd'hui, ce serait embêtant. Vous imaginez, vous faites un texte de loi et après vous vous rendez compte qu'il faut le réviser, passer devant 217 personnes, et sa façon de voir les choses, c'est pas demain que ça pourra voir le jour. Et enfin, troisième chose, quand on fait un texte comme ça pour faire des élections, il faut donner les pouvoirs qu'il faut à la structure électorale, à l'organe de gestion électorale, donc à l'OGE. Ce sont les 3 grandes lacunes, je pense, du décret loi 35, sur lesquelles il faut faire très attention quand on aura à rédiger le code électoral. Moi, je l'appelle comme ça. Après, ils pourront l'appeler ce qu'ils veulent. Dans le code électoral, entre parenthèses, parce que la question a été soulevée tout à l'heure, qui, à mon avis, devrait inclure la loi de 2012 sur l'ISI. Et ce serait l'occasion de toiletter, effectivement,
la loi sur l'ISI. Parce qu'un code électoral sans un chapitre sur l'organe de gestion électorale, ça n'a pas de sens. On ne peut pas avoir un texte tout seul, orphelin, et un code électoral pour l'opération électorale. Et donc il faudrait qu'il soit inclus là-dedans. Mais bon, c'est un point de vue. Allons-y très rapidement. Quelles sont les ambiguïtés du texte? Deux, à mon avis. Et là, je passe très rapidement parce que je ne veux pas faire de développement. Je pense que vous avez tous participé au processus électoral et donc vous comprenez aussi bien que moi tous ces problèmes-là. Premièrement, il y a eu, la première chose, c'est qu'il y avait du flou. Et le droit ne marche pas avec le flou. Deuxième chose, avec le flou, il y avait de mauvaises options, de mauvais choix. Quels sont les flous et quels sont les mauvais choix? Premièrement, en ce qui concerne les flous. Le flou, le premier flou, la catastrophe des flous, dans le décret loi 35, c'est l'inscription. C'est l'article 6 du décret loi. C'est la plus grande calamité qui est tombée sur la tête de la transition démocratique en Tunisie. Le texte, quand on le lit, on ne comprend pas. Est-ce que c'est une inscription active ou une inscription passive? Est-ce que le citoyen doit être obligé de suivre une procédure pour se retrouver sur la liste? Ou alors parce qu'il est titulaire du carte d'identité nationale, il est sur la liste? Moi je disais que c'était une inscription active, j'ai maintenu bon, j'ai bataillé pour ça, et c'est pour ça que j'ai claqué la porte du cabinet du président de l'ISI le 3 juillet 2011. Je lui ai dit ça ne marche pas. Je ne peux pas rester dans un navire qui risque de couler. À cause de cette interprétation de l'article 6. Les autres, bien sûr, et à leur tête, il faudra dire les choses comme elles sont, ou pas que le fait. Lui, il jurait par tous les dieux que c'était une inscription passive. Ok, quoi le cas, moyennant la base de la carte d'identité nationale. Vous avez la base des cartes d'identité nationale, tous ceux qui sont dans la base sont électeurs. C'est ça. C'est ça, cette théorie. Et c'est lui qui l'a soutenu. Et c'est lui qui a poussé Kamel Jandoubi le 31 juillet à déclarer que, qu'on soit ou pas sur la liste, on est électeur. Alors dites-lui après, et alors pourquoi on dit qu'ils sont répartis, etc., suivant la résidence déclarée? Déclarée, c'est-à-dire que vous êtes obligé de faire une déclaration. Et donc on est dans au contraire, une inscription active. Et la base de la carte d'identité nationale, dont j'ai eu la chance et la responsabilité de la consulter, quand j'étais dans le cabinet de Kamel Jandoubi, je ne devrais pas le dire, maintenant on peut le dire, eh bien, c'est une base non fiable. Non fiable. Ce jour-là, je me suis rendu compte que le ministère de l'Intérieur ne savait rien sur les Tunisiens. Rien. لقيت فيها راجل خالتي توفى عنده شهرين. لقيت فيها ادريسي وقت اللي كنت عازب. لقيت des trucs. Alors que sur ma nouvelle carte d'identité, il y a ma nouvelle adresse. Du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Donc ça, c'est une bêtise monumentale. Monumentale. Ce qui fait qu'on a, bien sûr, eu toute cette procédure dont a parlé Lily et sur laquelle je ne vais pas revenir, où on a eu, bien sûr, quelque chose d'honteux en Tunisie. Après ce qui s'est passé, on a eu 3 800 000 inscrits. Voilà, 4 millions d'inscrits. Vous savez que, d'après les normes internationales, vous avez posé la question sur les normes internationales, lisez les spécialistes concernant l'inscription sur liste électorale. Ils vous diront une liste électorale qui comprend moins de 80, 70, 80% des électeurs potentiels, c'est un cas qui peut être assimilé à un cas de fraude. واضح. نحن في 50%. Donc مش fraude pas. Ça c'est le premier flou. Deuxième flou, les bulletins blancs. La big story. Pourquoi? Parce que ce texte, mon Dieu, qui dit quelle est la procédure de décompte, etc., qu'est-ce qu'il dit? Ah ben il dit ça. Le texte est mieux, il dit les bulletins blancs sont comptabilisés à part. Même à fond qu'ils sont comptabilisés à part. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Ah ben, l'article 67 dit ils ne sont pas pris en compte dans les résultats du dépouillement. Est-ce que je dois les décompter ou pas? Et le problème qui s'est posé, c'était ça. Et si vous allez voir le rapport de l'ISI en parle, le recours de Nada, effectivement, sur effectivement cette circonscription, et le grand problème, est-ce qu'on décompte ou pas les bulletins blancs pour avoir le quotient électoral?
Le vote blanc, est-ce qu'il est considéré ou pas comme étant un vote exprimé? Bien sûr qu'il est contre ça. قال لي معناتها انت تدافع على الديكونت دو فوت بلان معناتها تحب تعمل كراسي فارغين في وسط المجلس. تعتبر اللي يصوتوا صوت ابيض معناتها بولتان بلان. C'est le summum de la bêtise. Bien. Troisième flou, les résultats détaillés, bien sûr. On voit le texte. Il dit l'ISI doit publier les résultats. Comment? Jusqu'à quel niveau? Elle l'a fait, l'ISI. La société civile a insisté pour qu'elle le fasse. Et qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné certaines personnes qui sont allées fouiller dans les détails après parce qu'elle était obligée de le faire très rapidement, de trouver des erreurs, des trucs incongrus, et ça a foutu un doute énorme sur les résultats en eux-mêmes. Alors qu'on a un transfert de fichiers dans une base de données, et bien sûr ça n'a pas été vérifié, ce qui fait que ça a donné un nombre de voix supérieur au nombre d'inscrits dans le bureau de vote, etc. Des trucs aberrants. Et c'est pas parce que ça a été traficoté, c'est parce que tout simplement, ça s'est fait avec le système D très rapide. Voilà, donc les résultats détaillés des élections. Détaillés jusqu'à quel niveau? C'est ça le grand problème. Donc on ne peut pas se taire sur ce truc-là, il faut le dire. C'était le troisième flou. Vous avez du va-et-vient de tout le monde, de l'ISI, parce qu'elle ne sait pas quoi faire exactement, de la société politique, parce que là aussi elle ne sait pas quelle position avoir, de la société politique, je disais, de la société civile aussi, des citoyens qui ne comprennent rien du tout, et c'est de l'opaque. Ça devient vraiment du brouillard généralisé. Flou 3. Le jour où j'ai vu ce texte-là, je me suis dit, mais c'est incroyable. Moi, je suis publiciste. Donc, je n'ai aucune compétence en matière de droit privé. Et donc de droit pénal. Mais le jour où j'ai vu le texte parler de crimes infamants, j'ai dit, où est-ce qu'ils ont ramené ce truc-là? La notion de crime infamant. Qu'est-ce que dit le texte? Il dit, sont interdits de voter les personnes qui sont condamnées pour crimes ou pour délits infamants. Je regarde le code pénal, là, est-ce que ce crime est infamant ou pas? Violer une fille, est-ce que c'est infamant ou pas infamant? Donner un chèque sans provision, c'est infamant ou c'est pas infamant? Etc. etc. Excusez-moi pour les exemples, c'est pour choquer exprès. C'est ça, j'ai faim, j'ai volé un œuf, est-ce que c'est infamant ou pas? Donc, le grand problème, c'est ça. Quand on vient dans un texte dire infamant, moi je dis aux auteurs, et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. Premièrement, on ne pouvait pas déterminer quels étaient les crimes infamants, et deuxièmement, on ne pouvait pas demander au ministère de la Justice de nous donner les personnes qui ont été condamnées pour des crimes infamants. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ça? Tout l'article est passé à la trappe. C'était les trois cas de flou. Après, les choix. On a fait des choix au sein de ce texte-là qui ont eu des répercussions énormes sur, effectivement, la manière de faire des élections. Le premier, c'est la bonification. On est venu dire, il y a des petits gouvernements, il y a des petites populations, quand même, on ne va pas leur donner de siège. Et qu'est-ce qu'on a fait là? On a fait ce qu'on appelle du populisme. Chabaoué. On voulait plaire, tout simplement. C'est comme Ben Ali qui a institué les 25% au BAC, on est foutu, on ne peut plus les enlever aujourd'hui. Voilà, on va les enlever, c'est sûr, j'espère, pour mes enfants. Mais en tout cas, il les a mis là-dedans. Et aujourd'hui, tous les ministres vous diront, on va pas le toucher. Et maintenant, quand on a fait cette bonification, je ne sais pas ce qui va se passer pour les prochaines élections. Pourquoi c'est injuste, effectivement? Un siège supplémentaire dans ce cas, 2 sièges supplémentaires dans ce cas, et bien sûr, les auteurs du texte se sont amusés à un brio extraordinaire. Et ça a donné quoi? Ça a donné quelque chose qui a été confirmé par la suite par les résultats. On a eu des députés qui ont un siège qui vaut X, et des députés qui ont eu un siège qui vaut 2 fois ça. Ce nombre 2 fois. Aide de justice. Et je prends l'exemple, j'en ai pris un, je me suis amusé à le faire, j'adore les calculs, je suis juriste, mais j'adore les calculs. D'ailleurs, Blanchot me dit tout le temps, tu vas manquer ta vocation, tu aurais dû être scientifique, mais bon. La valeur du siège, quand ils ont eu 43 000 divisé par les 4 sièges, ça donne 10 973. Donc, le cours, s'il y a 19,000 صوت. Sousa, le cours, s'il y a 24,000 صوت. Et une bonification. Ça nous donne 12 avec exactement le nombre de voix. Si ils ont gardé leurs 2 sièges, ça va donner 21 000, donc 22 000 voix pour chaque siège. Ça, c'est la justice. Et le Berri, c'est du populisme.
Et donc c'est un choix qui, à mon avis, n'est pas judicieux. Les qualifications, c'est ce qu'on va voir. 18 ans le 22 octobre. اللي كتبها هذه نحب نفهموا كيف عملها. معناها وصل نهار ليله الانتخابات عنده 18 سنه. وقتها باش يسجل؟ وقتها باش ياخذ بطاقه التعريف؟ وقتها une ingéniosité incroyable. Mais parce que tout simplement, c'est des théoriciens qui ont écrit le texte. Moi je le dis, j'aurais peut-être écrit exactement la même chose en tant que constitutionnaliste si j'étais à leur place. Le seul problème, c'est que moi je vivais avec les experts internationaux. Chaque fois que j'avais une mouture de ce texte-là, je le prenais, je leur donnais. Et j'en ai vu qui se sont arrachés les cheveux. Ils m'ont dit, on n'a jamais vu ça de notre vie. Et je prenais cette remarque-là et je rentrais dans le bureau de Sidi Nachour pour qu'on lui dise rien. راني هذه جماعة اللي عملوا الانتخابات في السودان وفي أفغانستان وفي غواتيمالا وفي الدنيا الكل قالوا لك راهو ماهوش معقول. Et ça restait. J'ai écrit un séjour, un livre sur tout ce que j'ai vu. J'ai pas le temps maintenant. Non, ça sert à rien maintenant. Il faut que le temps passe un peu. Alors, avoir la carte d'identité 2 jours avant, mais ils n'ont pas vu le texte sur la carte d'identité nationale. Moi, j'ai préparé, quand je travaillais avec les experts internationaux, quand j'ai ramené cette question à Sarriat, il m'a dit, je te mets en contact avec le ministère de l'Intérieur. Tu vois comment faire pour que le ministère prenne ses dispositions pour faire délivrer des cartes à des gens qui n'ont pas... Wallah, je vous montre le projet de circulaire du ministre de l'Intérieur. C'est moi qui l'avais écrit. Et c'est moi qui l'avais pris et qui est allé voir le responsable au ministère de l'Intérieur pour qu'il distribue cela, signé par le ministre de l'Intérieur. Ça n'a jamais été fait. Vous savez pourquoi? Parce que les postes de police étaient brûlés, la plupart. Les centres pour créer les cartes d'identité, il y en avait une multitude qui n'étaient pas opérationnelles. Des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et on garde un truc comme ça. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Boubacar Bessel qui tape sur la table qui dit 18 ans à la date de l'inscription. Et on dit, vous avez violé le texte. Moi, j'ai 18 ans le jour, le 22 octobre, l'autre choix, le vote des analphabètes. Parce que dans l'ancien texte, bien sûr, par solidarité de la société civile, bien. Tu te rappelles ça, Non, la vérité, je vous le dis. Moi, c'est clair et net. Je suis un amoureux qui m'a dit une autre règle. L'universalité du vote. L'universalité du vote, c'est-à-dire n'exclure personne.